un équilibre général de type AA plus BB donne CC plus DD, par exemple. Vous pouvez appeler les réactifs et les produits autrement. Les réactifs AB, les produits de la réaction CD, avec comme coefficient stoichiométrique AB et CD. Vous savez que lorsque la réaction se déplace dans le sens, on dit direct, eh bien, la thermodynamique nous explique qu'en fait, à ce moment-là, la variation d'enthalpie libre, delta G, ça vous devez connaître, est négative. Vous vous souvenez? C'est une réaction spontanée et irréversible. Et on a vu, je ne vais pas le reprendre, je vais juste faire un rappel, que ce delta G dépend de delta H, ce qu'on appelle l'enthalpie, et de delta S, l'entropie. C'est delta H moins T delta S. Et on a vu, on a beaucoup discuté, c'est des points importants, et on s'est appuyé en particulier sur l'évaporation de l'eau, qu'il y a bien sûr des réactions spontanées irréversibles, comme les combustions, qui sont la plupart du temps exothermiques, oui, et en plus, il y a une augmentation de l'entropie. Donc les deux facteurs sont favorables à un delta G négatif. Okay, mais évidemment, on l'a vu, et ceci est important en termes de, je trouve, concept physico-chimique, il y a aussi des processus, des réactions qui sont endothermiques, donc ils ont un delta H positif, et qui pourtant sont spontanées et irréversibles, et elles le sont, vous savez, parce que la variation d'entropie est fortement positive, et comme on fait moins T delta S, la somme des deux est négative, delta G négatif. C'est par exemple le cas évidemment de l'évaporation de l'eau. Donc ça, dans votre tête, ça doit être parfaitement clair. Est-ce que ça va? C'est bon ça? Ça doit être fixé définitivement. Alors, la thermodynamique a fait ce travail de regarder de près comment est-ce qu'on calcule la variation d'enthalpie, la variation d'entropie multipliée par la température, et elle est capable de donner une expression générale pour un équilibre comme ça, pour la variation de delta G. Et elle nous dit, globalement, c'est ce qu'on va retenir, c'est que la variation d'enthalpie libre de cet équilibre, c'est égal à une variation d'enthalpie libre standard, donc mesurée dans des conditions standards, et pas forcément à la température de cet équilibre, oui, plus R fois T, logarithme d'une expression, oui, et cette expression que je vais écrire ici pour certains pour la première fois, il faudra connaître l'écriture de cette expression, et quand la réaction est en cours, mademoiselle, ça s'appelle le quotient de réaction. Ok? On va voir. Le R, c'est la constante des gaz parfaits. En unité SI, vous vous souvenez, de sa valeur, c'est 8,31. Ça serait bien de connaître ça par cœur. Et ça, évidemment, c'est la température. Parce que vous savez bien que les équilibres dépendent de la température. Okay, ça, c'est pratiquement toujours vrai. OK? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Je ne fais pas la démonstration, on est d'accord, je vous donne le résultat final. Vous savez, comme quand on a fait la mécanique quantique, on n'a pas démontré la résolution de l'équation de Schrödinger, on a juste donné le résultat. On est modeste au début, vous voyez, on fait preuve d'humilité. C'est normalement une grande qualité. Donc ici, le résultat, c'est, eh bien, on va écrire un terme que je vais expliquer dans quelques minutes de manière un peu simple. Ça s'appelle l'activité. Je l'écris petite a. L'activité, ça ne doit pas vous effrayer. Pour nous, ça va être soit une pression partielle, quand c'est que des gaz, et si on travaille en solution aqueuse, ce qu'on fait en première année, ça sera des concentrations. Okay, et après, je vais vous expliquer que lorsque les pressions sont très importantes ou que les concentrations sont très élevées, alors il vaut mieux, du point de vue de la thermodynamique, utiliser une autre grandeur sans dimension qu'on appelle l'activité. Okay,
Voilà, mais je vais y revenir dans quelques minutes. Mais globalement, pour nous, ça sera des pressions partielles ou des concentrations. OK? Donc, ne vous effrayez pas. Et vous, pour ceux qui ont étudié un tout petit peu les acides et les bases, c'est le cas pour certains, levez voir la main, les bases faibles, vous vous souvenez? On écrit la constante, le Ka, vous vous souvenez, la concentration en H3O+, la concentration en acide faible conjugué, oui, et la concentration en base faible conjuguée de l'acide. Vous vous souvenez de ça? Ça vient de là, hein, on va voir, c'est une extension. Donc, l'activité de quoi? Ben, toujours de ce qui est à droite de l'équilibre, donc le résultat de l'équilibre, l'activité de C, et attention, hein, puissance petit c, son coefficient stoichiométrique, fois l'activité de la substance D, puissance petit d, divisé par ce qui est à gauche, l'activité de A puissance petit a, fois l'activité de B puissance petit b. C'est dans votre support de cours, hein. Vous pouvez le renoter si vous voulez, parce qu'il y en a qui ont une mémoire quand ils écrivent. Donc c'est bien. Donc ça, mademoiselle, ça s'appelle le quotient de réaction. OK? Et il change de valeur au fur et à mesure de l'avancée de la réaction. Forcément, puisque les activités, les concentrations ou les pressions partielles, évidemment, changent, parce que ici, ça diminue, et là, ça augmente. Oui, quand la réaction est spontanée et irréversible. Donc ça se produit, et à un moment, l'activité de ces deux substances augmentant, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'équilibre, il commence aussi à exister, la réaction dans l'autre sens. Hein? Et c'est pour nous, on le sait, hein, le concept d'équilibre. À un moment, ça fait comme ça, et puis quand tu as les produits là qui se forment, à un moment, la réaction dans l'autre sens commence à avoir lieu aussi. Et puis il y a un moment où les deux processus, en fait, ont lieu à la même vitesse, si vous voulez. Et donc, on a ce qu'on appelle un équilibre. OK? On arrive à un point d'équilibre. Et là, nous le savons, puisque nous l'avons clairement défini en thermodynamique, le delta G est égal à 0. D'accord? Donc, à l'équilibre, je l'écris, hein, delta G, par définition thermodynamique, et ça c'est juste, évidemment, ça c'est important, la variation d'enthalpie libre est alors nulle, la réaction n'est plus spontanée, irréversible, on est à l'équilibre. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? Regarde, ben, il reste que delta G0 plus RT log de ce rapport est égal à 0. Et à ce moment-là, mademoiselle, le quotient, là, le rapport, là, il devient la constante d'équilibre. Parce qu'on est à l'équilibre, tu vois. Ce quotient a une valeur qui est une constante de cet équilibre à une température donnée, et c'est ce qu'on appelle la constante d'équilibre. Okay? Donc tant que la réaction elle se déplace comme ça, on l'appelle Q, quotient de réaction, ou M, et quand on est à l'équilibre, ça atteint donc une valeur particulière, qui est une constante thermodynamique, et on l'appelle donc la constante d'équilibre. Et vous allez voir sur les exercices qu'on va faire, la connaissance de la constante d'équilibre nous permet de savoir en fait la composition de mon système, si je sais ce que je mets au départ et que j'arrive à l'équilibre. Oui, c'est ça. Donc c'est très intéressant et très important en chimie. Donc, ben, regardez, hein, on écrit ça, c'est égal à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On obtient RT log 2, alors je l'écris, hein, on l'écrit souvent grand K, c'est la même expression, mais c'est ce rapport d'activité au moment particulier où on est à l'équilibre. Donc on l'appelle grand K, ben, ça va être égal à moins delta G0. Et donc vous voyez que log de grand K, c'est moins delta G0 sur RT. Et si vous prenez l'exponentielle de cette expression, vous savez que l'exponentielle, c'est la fonction inverse de la fonction logarithmique. Et donc, vous avez une expression thermodynamique de la constante d'équilibre qui vaut exponentielle moins delta G0
sur RT. D'accord? Et donc on voit bien qu'une constante d'équilibre, ça dépend toujours de la température. Tu vois? Vous voyez la température. Ça, la delta G0, c'est la variation d'enthalpie libre standard de mon système mesurée dans des conditions souvent pression atmosphérique, température ambiante. On connaît cette valeur, c'est une valeur thermodynamique. Là-dedans, évidemment, il y a plein de choses, hein, physiquement. Il y a les enthalpies standards, il y a les variations d'entropie standard, hein, des réactifs comme des produits, mais peu importe, c'est une constante thermodynamique. R, bah, c'est une constante, hein, de la physique, constante des gaz parfaits, et tu vois que la constante évolue avec la température. C'est d'ailleurs un exemple qui est repris dans le support de votre cours Moodle. Okay? H2 plus I2 donne H2HI. Typiquement, on connaît la constante de cet équilibre, par exemple à 448 degrés Celsius. La constante de cet équilibre, qu'on va réécrire, hein, qu'on va définir clairement, cette constante, elle vaut 50. Alors c'est quoi ce 50? Eh bien, on a appris à l'instant, on sait maintenant, quel que soit l'équilibre qu'on écrit, eh bien, on sait déterminer la forme de cette constante. C'est quoi? D'abord, je vais l'écrire avec les activités. J'en profiterai pour définir un peu mieux l'activité. Et ensuite, on va changer les activités en pression partielle. D'accord? Donc, on va y aller tout doucement. Donc, c'est quoi? Ben, c'est l'activité de HI au carré. Parce que là, il y a un 2. Vous avez vu? Donc, l'activité de HI au carré, c'est ce qui est à droite de l'équilibre, divisé par l'activité de H2, puissance 1, okay, puisque son coefficient stoichiométrique c'est 1, fois l'activité de I2 puissance 1. On est d'accord? Ça, c'est la définition de la constante d'équilibre, et on nous dit que ça vaut 50. Ça vaut 50 à l'équilibre, hein, on est bien d'accord. Pas au début. Au début, ça a une autre valeur. C'est le quotient de réaction. Et le quotient de réaction, il tend, tu vois, vers la valeur 50. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Les équilibres tendent vers une valeur qui leur est propre. Dépendant, bien sûr. Liaison, la nature de la matière, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre la notion d'activité? Donc pour les concentrations, c'est comme ça. Quand les concentrations sont très fortes, on se rend compte que la notion de concentration ne permet pas de bien rendre compte des phénomènes, tu vois, de réactivité. Et quand vous êtes à l'état gazeux, c'est pareil. D'ailleurs, vous vous souvenez, à l'état gazeux, on avait aussi fait cette remarque. L'équation d'état des gaz parfaits PV égale nRT s'applique bien quand la pression n'est pas trop importante. Et quand les pressions deviennent très importantes, il faut utiliser d'autres expressions, hein, comme l'expression de Van der Waals, hein, je l'avais cité dans le cours. Ça vous dit quelque chose? Voilà ce que je peux dire sur l'activité. Est-ce que ça va? Alors globalement, les activités, juste encore une dernière remarque, sont des grandeurs sans dimension. Ça veut dire que c'est un coefficient d'activité, une concentration divisée par une concentration standard. Et donc, quand vous divisez deux concentrations, hein, typiquement des moles par litre par des moles par litre, il n'y a plus d'unité. Et donc, l'activité, en thermodynamique, c'est une grandeur sans dimension. Donc, ça veut dire que, quels que soient les coefficients stoichiométriques ici, eh bien, une constante d'équilibre, ou un quotient de réaction, n'a pas d'unité, ok? Puisque les activités n'ont pas d'unité. Donc il faut juste qu'on fasse attention, quand on écrit des concentrations comme ça, il faut se souvenir que la concentration, en fait, qu'on utilise dans la constante d'équilibre,
c'est en réalité une activité déguisée. On a divisé la concentration par une concentration standard, style 1 mol par litre. Et donc, il n'y a plus d'unité. Mais la valeur de la concentration, elle n'a pas changé. Vous me suivez? Si je vous dis 10 moins 3 mol par litre divisé par 1 mol par litre, ben ça fait 10 moins 3. OK? Mais il n'y a plus de mol par litre. Il n'y a plus d'unité. Ça va comme ça? Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Vous savez maintenant ce qu'est une activité. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, allez, on va une étape plus loin dans mon raisonnement. J'enlève maintenant la notion d'activité. Et ici, eh bien, c'est un équilibre en phase gazeuse. Vous voyez, il n'y a que des gaz. Alors, quand c'est en phase gazeuse, tu dis, bon, moi j'ai suivi quelques cours de base en thermodynamique. Il y a une formule qui permet de bien rendre compte des phénomènes à l'état gazeux. C'est l'équation d'état des gaz parfaits, PV égale nRT. OK? Et donc, je vais utiliser les pressions partielles. Mais je vais quand même vous montrer que vous pourriez utiliser les concentrations, parce que les concentrations et les pressions partielles, c'est directement proportionnel. Hein. Je vais vous le remontrer juste encore une fois. Donc, typiquement, pression partielle de HI au carré, divisé par la pression de H2 fois la pression de I2. Et c'est toujours égal à 50. Ça va? Voilà. Mais vous allez voir que cette constante d'équilibre, elle peut aussi s'exprimer avec les concentrations, et c'est la même valeur. Et elle peut s'exprimer même avec les nombres de moles si vous travaillez dans un volume donné, par exemple. Pourquoi? Vous vous souvenez, moi je fais un encadré ici. C'est visible là à l'écran? Oui. Vous vous souvenez que PV égale nRT. Donc, pression, c'est N sur V RT. Mais N sur V, on connaît cette grandeur. Un nombre de moles divisé par un volume, ça s'appelle une concentration en chimie. Oui ou non? Mais il faut que ce soit clair. Hein. Je vais exprès doucement pour vous. Donc vous voyez que P, ben c'est la concentration fois RT. Et si en plus, on vous dit, comme dans l'exercice qu'on va faire, vous travaillez dans une enceinte de volume donné, d'accord, un volume fixé, eh bien, vous voyez que la pression, c'est le nombre de moles fois RT sur V. Et quand vous avez un volume donné et une température donnée, vous voyez bien que cette grandeur, RT sur V, c'est une constante. Oui ou non? Donc, P, c'est égal, si vous voulez, à N fois, je vais l'appeler alpha, cette grandeur-là. Toujours bon? Alors maintenant, regardez, je vais enlever la valeur numérique de cette constante d'équilibre, on va y revenir juste après. Je peux remplacer évidemment la pression, juste pour voir, hein, la pression par exemple, ça là, concentration fois RT. Vous voulez? On essaye. Je remplace la pression par CRT. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la concentration au carré de HI fois RT au carré. Vous êtes d'accord? Oui? C'est facile. Divisé par la concentration de H2 fois RT fois concentration de I2 fois RT. Et qu'est-ce que je constate? Je constate dans cet équilibre particulier, hein, bien sûr, vous allez voir, ça c'est pas général, mais dans cet équilibre, qu'est-ce que je constate? Vous le voyez comme moi, hein, les RT disparaissent. Vous êtes d'accord? Parce qu'en haut c'est RT carré, et en bas c'est RT fois RT, c'est RT carré. Donc RT carré divisé par RT carré, ça fait 1. Oui? Donc, qu'est-ce qui reste? Vous voyez qu'il reste que, j'efface comme ça au tableau, hein, pour rester après dans la même zone. Il reste ça.
Donc vous voyez bien que la constante d'équilibre, dont on connaît la valeur à cette température, vous pouvez l'exprimer en termes de pression partielle, mais vous pouvez aussi l'exprimer en termes de concentration. Oui? Je continue. Maintenant, allez, je vais encore plus loin, vous allez voir, c'est chouette. Si vous êtes dans un volume donné, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ça fait le nombre de moles directement de HI au carré fois alpha carré, divisé par le nombre de moles de H2 fois alpha, fois le nombre de moles de I2 fois alpha. Et bien sûr, comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on voit? Alpha disparaît. Et qu'est-ce qui me reste? La constante d'équilibre est aussi égale, dans ce cas-là, à le nombre de moles de HI au carré divisé par le nombre de H2 fois le nombre de I2. Oui. Ça va? Pourquoi? Est-ce que vous avez compris pourquoi, dans cet équilibre particulier, eh bien, les choses se simplifient? Ça vient d'où? Pour quelle raison? Est-ce que quelqu'un le voit et quelqu'un est capable de l'exprimer? C'est facile, hein? Oui. Exactement. Parce que la somme des coefficients stoichiométriques, ici 1 plus 1, ça fait 2, et ici la somme des coefficients stoichiométriques, 2 plus 0, hein, ça fait 2. C'est parce que, vous voyez, la somme des coefficients stoichiométriques à droite et à gauche sont les mêmes, que vous avez cette particularité. Mais tout à l'heure, nous ferons un exercice où les coefficients stoichiométriques, la somme n'est pas la même à droite et à gauche, et donc ça veut dire que, évidemment, la constante d'équilibre, sa valeur numérique exprimée avec les pressions partielles, les concentrations ou les nombres de moles, ce n'est pas la même valeur numérique. Oui, hein? Donc c'est quand même important de comprendre ça. On est à l'université ici, hein, d'accord? Donc, vous voyez que ça, c'est un cas particulier qui est simple. OK. Nous sommes prêts, outillés pour, c'est mieux, nous sommes outillés pour résoudre un premier problème, vous voyez, de calcul de pression partielle, de pression totale dans une enceinte, d'un équilibre que l'on va réaliser grâce à notre compréhension des constantes d'équilibre et grâce à une technique que vous avez sûrement vue déjà, hein, mais que je vais montrer une première fois au tableau, qui s'appelle l'établissement d'un tableau d'avancement. OK? Ça, c'est très pratique, vous allez voir, et ça simplifie beaucoup les choses. Nous considérons que nous travaillons, par exemple, dans un volume de 10 litres. OK? On a une enceinte de 10 litres, et dans cette enceinte, on fait le vide, et on va mettre au départ 0,5 mol de H2, 0,5 mol de I2, on chauffe à 448 degrés Celsius. Alors on va tout de suite transformer cette valeur en Kelvin, ça doit faire 721,15. Et donc en chimie, on utilise souvent une astuce d'écriture qui s'appelle le tableau d'avancement. Vous savez, c'est très pratique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On écrit l'équilibre et puis on va mettre des colonnes et des lignes. Regardez, c'est très simple. Alors je vais effacer juste la valeur de la constante. On la connaît maintenant, on sait qu'elle vaut 50. Je vais l'écrire ici, hein. K égale 50. Alors attention, cette valeur de 50, elle est valable à cette température, hein. Donc ça, vous avez compris. Les constantes d'équilibre, leur valeur dépend bien sûr de la température. Donc si on vous dit K égale 50, c'est bien cette température-là. Donc nous, on met des lignes, des colonnes. Vous voyez, on fait comme ça, des pointillés. Hop. Là, on peut mettre un trait un peu plus grand. Puis ici, je vais même mettre 2 colonnes supplémentaires. Je vais écrire ici le nombre de moles total. Et ici, je vais écrire la pression totale. Vous voyez? Voilà. Tout ça, vous allez voir, on va être capable de le calculer à tout moment dans cet équilibre, grâce à notre compréhension de ce que signifie un équilibre et grâce à l'application, bien évidemment, de la constante d'équilibre. Alors, les lignes que l'on introduit,
c'est des lignes temporelles, si vous voulez. Ici, vous dites, c'est t égale 0, c'est le temps 0, quoi. C'est-à-dire la réaction n'a pas commencé. Oui, il y a peut-être des professeurs qui mettent d'autres symbolismes pour exprimer ce temps de départ, peu importe. T égale 0, moi ça me va. Et maintenant, on va écrire une deuxième ligne qui est en fait la ligne qu'est-ce qui s'est passé entre le temps 0 et le moment où on arrive à l'équilibre. Oui, donc, moi souvent j'écris ça comme ça, T équilibre, comme ça. Ça vous va? Donc un moment où les choses ne vont plus évoluer parce qu'on est à l'équilibre. Alors on va réfléchir, on y va tout doucement. Il y a 0,5 mol au départ de mes deux réactifs. Évidemment, au départ, ici, il n'y a pas de HI, c'est le temps 0, il n'y en a pas encore, ça n'a pas commencé. Mais par contre, on peut dire ici quel est le nombre de moles total. C'est combien, mademoiselle? Nombre de moles total de mon enceinte. 1. Merci. Et donc, on pourrait même, et on va, là, il faut sortir vos calculatrices, s'il vous plaît, parce que moi, je ne vais pas calculer. Est-ce que vous pouvez calculer la pression totale dans cette enceinte de 10 litres à cette température? Donc, là, comment on fait? PV égale NRT, vous êtes d'accord? Donc, la pression, c'est le nombre de moles total, ça on l'a dit à l'instant, c'est 1, divisé par le volume. Donc, si vous voulez garder des litres, vous divisez par 10, R 0,082 fois 721,15. Ça fait combien? 5,9 atmosphères, c'est exact. 5,9 atmosphères, c'est ce qu'on trouve. Ça va? Et au CC3, vous n'aurez que des calculs comme ça. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de me dire, ah, j'ai fait des fautes de frappe. Il faut vous entraîner. Vous ne pouvez pas ne pas trouver 5,9 atmosphères. C'est impossible. Et c'est fait en 3 secondes. 1 divisé par 10 fois 0,082 fois 721,15, ça fait 5,9. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je peux continuer? On continue. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce que je vais écrire ici? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Si la réaction a lieu, ça va être 0,5 plus quelque chose ou 0,5 moins quelque chose? Ah oui, moins. Mais oui, on explore tous les trucs. Hein. On ne sait jamais, moi je ne sais pas comment vous pensez. Si la réaction a lieu, ça veut dire qu'effectivement tu vas consommer de l'hydrogène et tu vas consommer de l'iode. Vous êtes d'accord? Et en plus, on voit, comme nous l'avait dit mademoiselle, les coefficients stoichiométriques sont les mêmes. Ça veut dire que quand une molécule de H2 disparaît, ou une mole, eh bien, une mole de I2 disparaît en même temps. Vous êtes d'accord? C'est ce que nous indique la réaction, c'est ça que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on met ici? C'est très simple. On écrit 0,5 moins X. X, c'est la quantité molaire de H2 qui a diminué. Oui? Et donc ici, c'est pareil. 0,5 moins X. Et donc, ici, on a consommé X mol de H2, X mol de I2. Mais maintenant, moi, je sais combien de moles de HI j'ai fabriqué. C'est combien? C'est bien, merci. Donc 2X. Hein, parce que ici, il y a un coefficient 2. Ça va? Tu prends un objet, un autre objet, ils réagissent, et une fois que tu les as fait réagir, 1, 1, ça donne 2 morceaux. D'accord? C'est ça que ça veut dire la réaction. Hein. Donc tu es d'accord? 1, 1 donne 2. X, X, 2X. Ça, il faut que ce soit parfaitement clair pour vous. Hein. Sinon, vous êtes mal barré pour la suite des études en chimie. Hein. Oui, je vous le dis quand même. Hein. Parce que ça, c'est juste du comptage. Hein. Quand on fait des Legos, on sait faire ça. Hein. Je prends une pièce, et puis une troisième pièce, ça donne, si je combine les trois, ça fait chaque fois 1. Donc il y a un facteur 1, 3, ou 1, 2, 1, 4. Hein. C'est juste un facteur de proportionnalité. Maintenant, on va regarder une chose qui est, mademoiselle, liée
la somme des coefficients stoichiométriques qui ne changent pas et qu'il n'y a que des gaz dans cet équilibre, est-ce que tu peux me donner le nombre de moles total? Je m'adresse à toi. À l'équilibre, le nombre de moles total. Bah, tu comptes le nombre de moles de l'un, de l'autre et le troisième. C'est toujours 1, évidemment. 0,5 moins x plus 0,5 moins x, ça fait 1 moins 2x, plus 2x, ça fait toujours 1. OK? Et tu vois que là aussi, le nombre de moles total ne change pas à cause de cette particularité des coefficients stoichiométriques. Et donc, ce qui ne change pas non plus, évidemment, théorie des gaz parfaits, c'est la pression totale, puisque le nombre de moles total ne change pas. La composition de mon gaz, évidemment, a changé, on est d'accord? Au début, il n'y avait pas de HI, maintenant il y a du HI, mais dans la théorie des gaz parfaits, la pression ne dépend pas de la nature du gaz, hein, juste du nombre de moles des molécules gazeuses. Donc, ça ne change pas non plus. Maintenant, dernière étape, la plus calculatoire, entre guillemets, hein, c'est comment je fais pour trouver la valeur de x. Moi, ce qui m'intéresse, je voudrais savoir si je mets 0,5, 0,5 au départ, combien il va me rester d'iode, d'hydrogène, et combien j'ai fabriqué de HI. Et bien, pour répondre à cette question, il faut s'appuyer, bien sûr, sur la constante d'équilibre, hein, ou sinon vous ne savez pas répondre à cette question. Donc, si vous ne connaissez pas la constante d'équilibre, vous ne savez pas combien il vous reste. Mais la constante d'équilibre va nous le dire. Donc, ça, c'est quand même formidable. Alors, constante d'équilibre, on sait que c'est quoi? Pour ceux qui ont déjà oublié, hein, et qui réviseront sur la vidéo, vous revenez en arrière, hein, et avant on a écrit que la constante d'équilibre dans ce cas particulier, vous savez, c'est les pressions partielles, c'est les concentrations, et c'est même le nombre de moles, vous vous souvenez? Nombre de moles de HI au carré divisé par le nombre de moles de H2 et fois le nombre de moles de I2. Donc on connaît ce nombre de moles, c'est marqué là. Donc ici, c'est 2x au carré, le nombre de moles de I2, divisé par 0,5 moins x fois 0,5 moins x. Et ça, nous savons que c'est égal à 50. Oui? Donc vous voyez, c'est cool. Nous avons une équation avec une seule inconnue. Et malgré les carrés, on va les éliminer là dans 15 secondes, c'est une équation linéaire du premier degré avec une seule inconnue. Ma fille, qui est en 4e, m'a dit qu'il faisait ça au collège. Et ici, on est à l'université, alors ne me dites pas que vous n'arrivez pas à faire ça, s'il vous plaît. Merci. Donc, ici, vous prenez la racine carrée, hein, par exemple. Ça fait racine carrée de 50 égale 2x divisé par 0,5 moins x. Parce que ici, 0,5 moins x fois 0,5 moins x, ça fait 0,5 moins x au carré, évidemment. Vous prenez la racine carrée, hein, de cette expression. Donc ici, vous n'avez plus de carré et vous, évidemment, le 50 devient racine de 50. On est d'accord? Vous prenez la racine carrée de cette égalité. Et si vous faites le calcul ici, et là vous le faites chez vous, hein, et si vous ne savez pas, il faut aller demander à votre petit frère, votre petite sœur qui est en 4e de vous aider. Hein. Là, je ne peux rien faire pour vous. X vaut 0,39 à peu près. Okay, si vous faites ça, vous verrez que x vaut 0,39. Quelqu'un peut vérifier en même temps que moi là? Normalement, il faut 10 secondes, hein, à l'université pour calculer x, hein, à peu près. Donc 0,39, ça veut dire que ici, maintenant, je vais écrire une dernière ligne. Eh bien, on connaît à l'équilibre, hein, les valeurs ici. Donc ici, c'est 0,11, hein, 0,5 moins 0,39, 0,11, et ici, 0,78. Ça, c'est des valeurs molaires, évidemment, hein, et ça ne bouge pas, bien évidemment. Okay? Donc à l'équilibre,
il reste 0,11 mol de H2, 0,11 mol de I2, et on a fabriqué 0,78 mol de HI. Nous avons pu faire ce calcul parce que nous comprenons ce que c'est un équilibre. On a utilisé une petite stratégie qui s'appelle le tableau d'avancement. Et bien sûr, on a besoin de connaître la constante d'équilibre et bien sûr son expression. Oui. Et à ce moment-là, vous trouvez ce X. Donc voici les conditions de cet équilibre. Qu'un équilibre en phase gazeuse. J'espère que c'est lisible sur l'écran. Ça, c'est des gaz, ça, c'est un gaz. Et on vous dit qu'au départ, on prend 0,1 mol de monoxyde de carbone et on cherche à savoir combien de H2 il faut mettre pour que, à l'équilibre, j'ai 0,06 mol de méthanol avec une pression totale de 7,1 atmosphères. Voilà les conditions qu'on vous donne. Donc encore une fois, avec ces informations, on va pouvoir répondre à la question qui est posée. Donc c'est un exercice intéressant. Ici, c'est T égale 0 dans mon tableau d'avancement. Ici, nous sommes à l'équilibre. Alors vous voyez que contrairement à l'exercice qu'on a fait juste avant, ici, la somme des coefficients stoichiométriques, 1 plus 1, alors il faut quand même mettre correctement 1 plus 2, il y a 2 hydrogènes évidemment, donc CO plus 2 hydrogènes donne 1 méthanol. Donc à gauche, la somme des coefficients stoichiométriques c'est 3, et à droite, mademoiselle, c'est 1. D'accord? Donc souvenez-vous, c'est important de toujours vérifier ça. La constante d'équilibre, oui, eh bien, elle sera définie avec une certaine valeur si vous la calculez avec les pressions partielles. Mais si vous la calculez à partir des concentrations, elle aura une autre valeur. Oui, et la relation entre les deux valeurs, ça va dépendre de R et de T. C'est la démonstration que je vous ai fait tout à l'heure. On peut trouver, passer de l'un à l'autre, mais peu importe. Alors, voilà, ici au début, évidemment, c'est 0. Donc là, imaginons, on l'appelle, je ne sais pas comment vous l'appelez, alpha, la quantité que l'on cherche. Le nombre de moles total, c'est 0,1 plus alpha. Et ça correspond à une pression totale au départ que pour l'instant on ne connaît pas, puisqu'on ne connaît pas alpha. C'est la question qui est posée dans l'exercice. Je veux calculer cette valeur, sachant que il se forme 0,06 mol de méthanol à l'équilibre. OK? Et en plus, on vous donne la pression totale. Évidemment, la pression totale, ici, là, si on a un tout petit peu l'habitude, on voit bien que la pression totale va nous permettre de calculer le nombre de moles total, bien évidemment, grâce à PV égale nRT. Puisqu'on connaît le volume, on connaît la température et on vous donne la pression totale. Donc on va faire d'ailleurs ce calcul tout de suite. Connaissant la pression totale de 7,1 atmosphères, calculez-moi le nombre de moles total à l'équilibre. On peut connaître sa valeur numérique. PV égale nRT, comme d'habitude. Donc, cette fois-ci, PV égale nRT. Le nombre de moles, N, c'est PV sur RT. Et je fais l'application numérique. La pression 7,1. Je garde un volume en litres fois 2, divisé par la constante en litres atmosphère mol moins 1 K moins 1, 0,082, fois la température, alors 727 degrés Celsius, plus 273, on va faire simple, ça fait combien? On oublie le 15 là. Ça fait combien? Quand on fait 427 plus 273, on trouve 700, c'est ça? 700 Kelvin. Donc la température ici, c'est 700. Donc est-ce que vous pouvez me donner le nombre de moles, s'il vous plaît?
0,247. Donc 0,247. Oui, on ne s'est pas trompé. Hein, 0,247. Et maintenant, donc, on recommence, on se pose la question. Ici, à l'équilibre, ben, je vais exprimer d'abord les choses comme tout à l'heure avec une inconnue, mais vous allez voir qu'on connaît hein, ce x 0,1 moins x. Ici, ben, un coefficient 2, c'est alpha moins 2x. Et ici, comme vous consommez une mole de CO, vous fabriquez une mole de méthanol. Donc vous voyez bien qu'en fait, x, c'est la valeur qu'on vous donne dans l'exercice, c'est 0,06. Oui. Donc, maintenant ici, on va réécrire une ligne supplémentaire. On peut évidemment calculer ces valeurs qu'on connaît. Donc 0,1 moins 0,06, ça fait combien? 0,04. Ici, c'est alpha moins 0,12, puisque c'est 2 fois x. X, c'est 0,06. Quand vous faites fois 2, ça fait 0,12. Ici, on connaît, ça fait 0,06. Et on connaît, évidemment, je ne vais pas le réécrire, le nombre de moles total qui est donné dans l'exercice hein, via la pression totale à l'équilibre. Hein, et que souvent, vous savez, si on fait ces choses d'un point de vue industriel, on est capable de mesurer une pression totale. Et donc, vous voyez bien que, eh bien, en écrivant que la somme en nombre de moles, c'est le nombre de moles total, on va trouver alpha. Vous êtes d'accord? Donc ici, vous écrivez 0,04 plus alpha moins 0,12 plus 0,06 égale 0,247. 0,267. Voilà. 0,267. Et donc ici, maintenant on connaît le nombre de moles total au départ, c'est 0,367. Alors, monsieur, ta remarque, au départ, si tu comptes juste le nombre de moles, on a 1 plus 2, ça fait 3 moles, qui devient 1 mole. Donc tu vois bien que le nombre de moles total diminue évidemment. On passe de 0,367 à 0,247 à l'équilibre. Et ça, c'est logique, tu vois, parce qu'on voit bien dans l'équilibre que le nombre de moles total diminue. OK ? Voilà. Et maintenant, pour finir cet exercice, encore une étape de calcul. À partir du moment... D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me donner la valeur, là, alpha moins 0,12? Donc maintenant, on connaît alpha. Donc vous faites 0,267 moins 0,12. Vous me dites combien ça fait là? 0,267 moins 0,12, ça fait combien? 0,147. Voilà. Maintenant, puisqu'on a toutes les concentrations, le nombre de moles à l'équilibre, nous pouvons calculer la constante de cet équilibre. Parce qu'on a le nombre de moles, on a donc les concentrations et on a donc les pressions partielles. Oui. Alors on va le faire. Je vais effacer pour faire le calcul final cette partie-là, pour laisser un petit encadré pour mes calculs de la valeur de la constante. Et je vais évidemment calculer dans ce cas-là la constante à partir des pressions partielles. Alors vous vous souvenez qu'ici, on va quand même le laisser. C'était combien? 7,1 la pression totale. Et le nombre de moles, vous me le rappelez ici? 267? Non, je ne sais plus. 200? 0,247. Alors, en même temps, cet exercice est intéressant parce que ça nous permet de refaire des applications numériques concernant la loi de Dalton, pression partielle, etc. Vous vous souvenez que
pour calculer les pressions partielles, il suffit de connaître la pression totale et de multiplier par la fraction molaire. On l'avait déjà vu. Donc les fractions molaires ici sont faciles à calculer. Pourquoi? Parce qu'on a le nombre de moles et on a le nombre de moles total. Donc on va faire le calcul jusqu'au bout et on va les vérifier. Ici maintenant on va écrire les fractions molaires qu'on va écrire comme ça par exemple, peu importe. Donc il faut faire les calculs pour moi s'il vous plaît. 0,04 divisé par 0,247. Oui? C'est à peu près ça. Hein? Bien. Donc c'est correct. Bon, on voit bien, hein, là c'est presque 0,6, 0,24, 0,16, donc c'est bon. Donc maintenant, les pressions partielles, c'est très facile, puisqu'on a les fractions molaires. Vous savez que la pression partielle de CO, ben, c'est cette valeur-là, sa fraction molaire, fois la pression totale. OK? La pression partielle de H2, c'est sa fraction molaire fois la pression totale. Et la pression partielle du méthanol, c'est sa fraction molaire fois la pression totale. La constante d'équilibre, c'est quoi dans ce cas-là? Eh bien, c'est la pression partielle de méthanol divisée par la pression partielle de CO fois la pression partielle de H2. Alors attention, et c'est là, n'oubliez pas, au carré. OK? Voilà. 0,85 5 Bon, 4, 5, peu importe. Mais je pense que c'est à peu près ça. Voilà, donc il faut refaire le calcul chez vous, vérifier. Donc vous voyez que en connaissant la pression totale, le nombre de moles de méthanol, on peut retrouver bien sûr la composition de mon mélange, la quantité de H2 qu'on a rajouté au départ. Et quand vous connaissez ça, vous pouvez calculer bien évidemment la constante d'équilibre à partir des pressions partielles. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Et vous avez compris que il faut tout bien poser noir sur blanc dans ce type d'équilibre. Il y a un équilibre hétérogène que vous trouverez d'ailleurs déjà sur ma chaîne YouTube. C'est une petite vidéo que j'avais enregistrée lors du Covid. C'est un exercice qu'on vous repropose, s'il vous plaît, dans les TD. C'est la décomposition du carbonate de calcium. C'est un équilibre hétérogène. Le carbonate de calcium, CaCO3, c'est un solide, se décompose typiquement à 1100 Kelvin en chaud, qui est un solide, plus CO2, et bien sûr, à cette température-là, c'est un gaz. Alors ça me permet aussi, mais c'est marqué dans votre cours, de préciser l'autre exception de l'activité. Avant, je vous l'ai dit, quand il y a un solvant dans un équilibre, par exemple, quand on écrira en 2024 la réaction d'un acide faible sur l'eau en tant que solvant, l'activité de l'eau sera prise égale à 1. C'est indiqué dans votre support de cours, mais notez-le, c'est égal à 1. L'autre activité constante qu'on considérera toujours comme constante et égale à 1, c'est l'activité des solides. Quand vous avez un solide dans un équilibre, l'activité de ce solide est égale à 1. Ça veut dire s'il est égal à 1, vous ne le voyez pas dans la constante d'équilibre. Vous voyez? Parce que si c'est 1 puissance que vous voulez, et comme c'est des multiplications, il n'apparaît pas dans la constante d'équilibre. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça. On pourrait justifier ça un peu plus longuement, mais peu importe. Ici, qu'est-ce que ça veut dire pour l'écriture de la constante de cet équilibre? C'est un équilibre hétérogène. À gauche, il y a un solide, activité 1. À droite, il y a un solide, activité 1. Et il y a un gaz, pression partielle de CO2. Donc, la constante d'équilibre, vous avez compris,
ne dépend que de la pression de CO2. Et à cette température, la valeur de cette constante, c'est 0,36. Ça va? Ça veut dire que cet équilibre, pour qu'il soit établi, vous voyez, qu'il y a un équilibre entre la décomposition du carbonate de calcium, CaCO3, la chaux et CO2, cet équilibre s'établit lorsque dans l'enceinte, vous avez 0,36 atmosphères de pression partielle de CO2. Et c'est tout. Ça ne dépend pas des quantités de carbonate de calcium et de chaux. Bon, ça ne dépend pas. S'il n'y en a pas de la chaux, il n'y a pas d'équilibre. Et s'il n'y a pas de carbonate de calcium, il n'y a pas d'équilibre non plus. Vous voyez? Mais si vous avez les deux, la seule chose qui compte, c'est la pression de CO2. Donc c'est rigolo. Donc vous allez voir, je vais vous l'expliquer en quelques minutes, l'exercice qu'on vous propose et qui est corrigé sur une vidéo qui s'appelle « Équilibre hétérogène », quelques exemples dans la playlist exercice. Eh bien, vous voyez, la situation est la suivante. Vous prenez une enceinte, par exemple de 20 litres, je crois que l'exemple est donné comme ça. Vous l'amenez à la température qui nous intéresse, 1100 Kelvin. Et là-dedans, progressivement, vous introduisez du carbonate de calcium solide. L'enceinte est vide au départ. Et vous rajoutez des petits morceaux de carbonate de calcium. Et on vous demande comment évolue la pression de CO2 dans cette enceinte. Vous voyez ? Compte tenu de cet équilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez du carbonate de calcium à cette température, au début, la pression, elle est nulle, vous êtes d'accord, tout au début. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le carbonate de calcium, il va commencer à se décomposer. Oui, c'est-à-dire que la réaction va commencer à se faire. Et quand vous faites la réaction, vous fabriquez de la chaux, qui est un solide, blanc, et évidemment du CO2. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? La pression de CO2 en fonction de la masse de carbonate de calcium, la pression va augmenter. Vous êtes d'accord? Bien. La question est, jusqu'à quelle valeur cette pression va augmenter? C'est ça qu'il faut comprendre, et on termine dans les 5 minutes qui viennent avec cette compréhension. Eh bien, l'équilibre hétérogène, qui est donc caractérisé par cet équilibre thermodynamique et une valeur particulière de cette constante, m'informe qu'en fait la pression ne peut pas dépasser 0,36 atmosphères. Donc la pression maximale ici, c'est en fait la valeur de la constante d'équilibre, mais qui est directement la pression de CO2. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous avez ici mis du carbonate de calcium, il y a de la chaux qui s'est formée. À un moment, là-dedans, les molécules de CO2, il y en a suffisamment pour avoir une pression de 0,36. Mais quand vous avez 0,36 atmosphères, l'équilibre, il dit, c'est bien, j'ai atteint mon équilibre. Vous voyez? Vous avez beau rajouter du carbonate de calcium avec son activité de 1, il ne se passe plus rien. Vous accumulez de plus en plus de carbonate de calcium, mais l'équilibre ne change plus, puisque la seule chose qui compte pour l'équilibre, c'est la pression de 0,36 atmosphères. Donc une fois que vous avez atteint 0,36 atmosphères, la pression reste constante, quelle que soit la quantité de carbonate de calcium. Alors bien sûr, il faudrait là, si on veut être très rigoureux dans notre manière de penser, évidemment, quand vous commencez à rajouter des volumes importants, eh bien, la pression va un tout petit peu augmenter, ok? Et donc, l'équilibre va même aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous allez fabriquer plus de carbonate de calcium encore, parce que le volume a diminué, et dans un même volume, nombre de moles égal, la pression va augmenter, vous comprenez?
On considère que la variation de volume, elle est négligeable. Vous voyez, mais si on fait le raisonnement jusqu'au bout, on voit même que quand on rajoute, à bout d'un moment, l'équilibre commence à aller dans l'autre sens, parce que cet équilibre, il n'a qu'une obsession, c'est d'atteindre 0,36 atmosphères. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, c'est-à-dire que l'équilibre, ben, il sait où il veut aller. Et une fois qu'il est à cet endroit-là, eh bien, il ne bouge plus. Hein, d'accord ? Il dit, moi, c'est bon, j'ai ma pression de CO2, c'est parfait. Et vous verrez dans l'exercice, hein, et vous le ferez jusqu'au bout, et encore une fois, je répète, il y a un corrigé déjà sur YouTube. Après, on fait l'expérience suivante. On dit dans la même enceinte vide, on la nettoie, on enlève tout, on refait le vide. Cette fois-ci, avant de chauffer, on met une certaine quantité de chaud, d'accord, dans l'enceinte. Et puis cette fois-ci, on va faire rentrer du CO2 dans l'enceinte. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. Eh bien là aussi, si cette fois-ci vous faites rentrer dans l'enceinte du CO2, on voit que la pression de CO2 augmente, hein, autant que vous faites rentrer de CO2, mais au début, il n'y a aucune réaction. Pourquoi ? Parce que tant que vous n'êtes pas à 0,36 atmosphères, vous voyez, eh bien l'équilibre, il dit, moi, je ne suis pas à la pression, et donc, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'augmenter la pression de CO2, donc en aucun cas, l'équilibre, il va comme ça, vous voyez ? Tant que vous n'êtes pas à 0,36, l'équilibre, il est là, parce qu'il veut augmenter CO2. Donc au début, il n'y a aucune réaction, la pression de CO2 augmente, et quand vous arrivez à 0,36 atmosphères, seulement à ce moment-là, alors CO2 commence à réagir sur la chaux pour former le carbonate de calcium, et encore progressivement, de telle sorte que la pression de CO2 reste constante, et donc l'excès de CO2 réagit avec la chaux pour donner le carbonate de calcium. Et si vous représentez ça graphiquement, vous verrez, hein, c'est très rigolo, c'est que vous voyez que cette fois-ci, en fonction de la masse de CO2 que vous introduisez dans l'enceinte, eh bien la pression de CO2 d'abord augmente, puis évidemment se stabilise comme d'habitude à 0,36, hein, jusqu'au moment où vous avez consommé complètement la chaux que vous avez mis à l'origine, d'accord ? Et quand il n'y en a plus, eh ben, c'est fini l'équilibre. Et donc si vous continuez à rajouter du CO2, la pression de CO2 dans l'enceinte augmente à nouveau, et à partir de là, l'équilibre n'existe plus. Vous n'avez plus que du carbonate de calcium et un excès de CO2. Oui, et quand vous rajoutez du CO2 dans l'enceinte, la pression, bien sûr, augmente. Il faut que vous vous penchiez sur cet exercice. Fassiez les calculs, vous verrez, ce n'est pas très compliqué. Mais surtout, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et si vous comprenez bien cet équilibre hétérogène, selon moi, vous avez vraiment compris la signification des équilibres chimiques. D'accord ?